bonjour. Je suis vraiment ravi d'être là. L'université permanente, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qui est proche de plein de modèles d'universités très ouvertes, comme celle que je vais essayer de défendre aussi dans cet exposé. Donc c'est vraiment très très proche de ce pourquoi on travaille dans le cadre de effectivement cet objet qui est là-haut, qui est la chaire UNESCO Relia. Alors, chaire UNESCO, ceux qui ont vu ma conférence l'année dernière, en fait, il y avait déjà une chaire UNESCO, mais elle avait changé de nom. Donc, on a changé de nom cette année, c'est-à-dire que l'UNESCO, quand elle vous donne une chaire, c'est pour 4 ans. Il a fallu demander, on arrivait au bout de la première chaire UNESCO, donc on a demandé une nouvelle chaire UNESCO. Et cette fois-ci, en fait, on a donc changé un petit peu le profil et on a vraiment mis en évidence ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois l'éducation ouverte et l'intelligence artificielle. Ça peut ne pas sembler évident que ces deux choses sont liées. Alors bien entendu, si je suis titulaire d'une chaire là-dedans, c'est que j'y crois profondément et que je pense que ces deux choses sont liées. Pour faire simple et pour arriver presque à la conclusion, je pense que la libre circulation de la connaissance va s'accélérer. Cette libre circulation, c'est ce qui permet d'imaginer une éducation ouverte. Mais pour que cette connaissance se circule, il faut bien sûr des gens, des créateurs, des enseignants qui vont créer des cours, d'autres que les enseignants qui vont essayer de réutiliser ces cours. Mais au milieu de tout ça, il faut des algorithmes, il faut des machines. Donc les mêmes algorithmes qui nous font peur pour d'autres tâches, on va essayer de voir comment ils pourront aider pour finalement rendre accessible cette connaissance. Pour donner un exemple, j'en parlais tout à l'heure ici, l'université permanente est riche d'un catalogue extraordinaire. Vous avez sans doute déjà été à des conférences de l'université permanente. Ce matériel existe. Ce matériel, il pourrait être utilisé comme matériel pédagogique. Mais il ne suffit pas de le mettre juste sur un serveur. Il va bien falloir organiser derrière des algorithmes, ce qu'on va appeler des systèmes de recommandation, des algorithmes de recherche intelligente, voire des algorithmes qui vont faire vous poussez, vous êtes dans le bus, et puis ça fait buzz en train de dire, tiens, ça fait un moment que tu n'as rien appris, là je te propose de regarder un quart d'heure de telle conférence qui va t'intéresser. Donc tout ce genre de choses-là qu'on voit déjà dans l'industrie du simple divertissement, on peut le voir venir dans l'industrie, parce que c'est aussi une industrie de l'éducation. Alors ce transparent, il a d'autres particularités. Donc il a tout en haut ce double logo UNESCO et Université de Nantes. Il a ensuite plutôt un mauvais titre. L'enseignant de 2020X sera-t-il un robot ? Alors, très honnêtement, c'était mon titre de travail. Quand je dis je vais donner une conférence, j'oublie quel est le nom que j'ai donné officiellement, et puis ensuite, je me donne un nom pendant que je prépare la conférence, et à la fin, je vérifie. Et à la fin, je me suis rendu compte que le nom que j'ai donné, c'est celui de la fin. Puis je me suis dit, finalement, le nouveau nom est pas pire. Donc j'ai gardé le nouveau nom pour la conférence d'aujourd'hui. Alors, c'est un nom un peu provocateur. Vous verrez que le but n'est pas d'insister là-dessus. Le but, c'est vraiment de travailler de travailler avec vous, de voir les relations entre le monde de l'éducation, l'intelligence artificielle, l'IA qui rentre dans le monde de l'éducation, le monde de l'éducation qui s'empare déjà du phénomène IA. Et donc, la question, quand on parle de ça, elle est toujours posée. C'est, est-ce que vous pensez, monsieur de la Higuera, qu'un jour ou l'autre, les enseignants vont être remplacés par des robots ? Pensez à une caissière de supermarché. On peut remplacer par un robot. On peut remplacer un robot. Quand je parle d'un robot, c'est un IA, c'est-à-dire c'est des algorithmes. Et donc cette question-là, elle mérite d'être posée. On ne peut pas éluder les questions. Et donc on reviendra dessus. Parce que le fait de la poser permet aussi de redécouvrir le métier d'enseignant. Alors justement, j'avais une question. Qui ici a été ou sera, c'est peut-être plus dur, enseignant? Plus ou moins 2, 3... pas tant que ça, d'accord. Non, je m'attendais à ce que ce soit le consortium des enseignants qui viennent ici protester pour défendre. C'est pas tout à fait ça. Très bien. Bon, alors donc il y a ça sur le logo. Alors, sur le transparent. À droite, sur le transparent, on voit un truc qui s'appelle GTNUM 8, IAEO, Intelligence Artificielle et Éducation Ouverte, GTNUM. Alors ça, c'est en fait un logo d'un groupe de travail avec l'Éducation nationale. Donc c'est aussi pour dire qu'en fait, que l'exposé que je vais essayer de faire, si j'arrive à dépasser le premier transparent, l'exposé que je vais faire est en fait un travail en collaboration avec plein de gens, et en particulier un travail qui intéresse beaucoup le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ils sont actifs là-dessus. Ils n'attendent pas qu'il se passe quelque chose. On a la chance d'avoir un ministère de l'Éducation nationale qui va probablement regarder cette vidéo, donc ils seront contents que je parle d'eux, mais qui, quelque part, est particulièrement actif sur cette question, à la fois pour se poser des questions comme comment former les enseignants de demain, et puis maintenant, on en est arrivé à la question comment former les élèves de demain.
à ce phénomène d'intelligence artificielle qui arrive et sur lequel il va falloir faire des choses. Donc nous, on travaille avec eux et donc c'est aussi un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, pour dire que ce travail s'inscrit totalement dans ce que nous faisons avec eux. Voilà, donc c'est un travail non pas abouti. C'est pas un travail, je ne vais pas vous raconter ma recherche de ces 5 dernières années. C'est un travail qui est en cours, c'est des choses qui sont aujourd'hui en préparation. On verra à un certain moment, on vous dira, je dirais, l'Europe lance en ce moment un appel pour dire qu'est-ce qu'on fait sur le sujet. Donc on est tout à fait dans le cœur de l'action. C'est difficile de dire voilà l'état de ce qui a été fait. Ce sont des questions tout à fait neuves, tout à fait récentes. Alors quelques autres points de départ. Donc le premier point de départ, c'est Isabelle. Donc Isabelle est enseignante en école maternelle. Peut-elle être remplacée par demain un robot, même si le robot a l'air sympathique et que les enfants vont aimer. Alors bien entendu, la question est un petit peu surprenante et puis la question même on peut se poser, est-ce qu'elle fait sens? Est-ce qu'on ne doit pas la balayer directement en train de dire non, bien sûr que non. Et non, bien sûr que non, parce que on le voit aussi à travers la crise du Covid. Sur Covid, le rôle des enseignants est encore absolument colossal. En France, on a gardé les écoles ouvertes, c'est bien parce que on s'est rendu compte que d'avoir l'enseignement à distance pour les enfants, ça marchait pas terrible et qu'il valait mieux ce contact avec l'enseignant. Donc ça a été totalement quelque chose d'essentiel. Puis il y a ce monsieur qui est plus un chercheur, un penseur, enfin quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'éducation, qui s'appelle Sugata Mitra, et lui à qui on posait cette question, est-ce qu'on peut remplacer l'enseignant par une machine? Et sa réponse, un brin provocante, c'est de dire que en fait, si on peut le faire, il faut le faire. D'ailleurs, si en gros, si l'enseignant fait un travail tellement répétitif et tellement remplaçable, remplaçons-le. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai, que le travail de l'enseignant est bien au-delà de ce qui pourrait être remplacé. Donc ça, c'est la réponse non. Mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même d'autres éléments par là. Donc les autres éléments, c'est que à l'échelle de la planète, ce sont des millions d'enseignants qui manquent. Alors bien sûr, en France, on entend parler d'un remplaçant par-ci ou d'une classe qui n'arrive pas à ouvrir parce que ils n'ont pas réussi, tout le monde est malade. Mais globalement, on n'a pas ce problème-là. Mais au niveau de la planète, le problème du manque d'enseignants est colossal. Alors c'est colossal sur les petites classes, mais ça monte dans les niveaux. Il y a de plus en plus de gens qui atteignent le niveau de l'université et on calcule que c'est à peu près l'équivalent d'une nouvelle université comme celle de Nantes qui ouvre chaque semaine. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, si vous faites le total. Pourquoi? Parce que avant, les universités, ça pouvait être réservé à quelques pays les plus riches. Aujourd'hui, assez logiquement, des gens veulent étudier un peu partout sur la planète. Donc on a un besoin pour aller avec d'enseignants pour pouvoir faire ça. En face, il y a aussi l'IA. Donc l'IA, on en reparlera, mais pour donner juste un chiffre, dans le contexte juste de l'éducation, l'IA a une augmentation de 47% chaque année. Alors quand je dis c'est les profits, c'est le chiffre d'affaires, c'est le volume. C'est-à-dire que quelque part, c'est un phénomène qui, petit à petit, est en train d'avancer. Donc qu'on le veuille ou pas, il y aura une offre en intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Et puis, les progrès de l'IA, quand on regarde un peu à droite et à gauche, sont juste spectaculaires. On le voit dans le contexte de la médecine, on le voit dans l'agriculture. Covid, aujourd'hui, il n'y a pas un des vaccins qui n'a pas été inventé parce que, quelque part, l'intelligence artificielle est allée analyser les quantités de données qui sont passées par là. Il y a 1 an et demi, ça ricanait en train de dire « Ah, on nous avait promis que l'IA ferait des merveilles, et regardez, ils n'ont rien fait pour Covid. » Mais oui, parce qu'il y a l'intelligence artificielle a besoin de données pour travailler. Donc au tout début de Covid, il a bien fallu partir avec des farfelus ou des gens qui ont eu des théories basées sur une expérience sur quelques dizaines de cas. Mais au fur et à mesure que les cas ont été collectés, que ces cas et que ces données ont été mises, la machine d'intelligence artificielle s'est mise en marche. Et puis on voit dans tous les vaccins et dans toutes les équipes vaccinales aujourd'hui un rôle de cette analyse de données intelligentes à travers l'intelligence artificielle. Voilà, donc en fait, on voit que d'un côté, non, c'est absolument impossible, puis de l'autre, on est un petit peu plus circonspect, et on peut se dire, peut-être que quand même, il y a un rôle à jouer. Donc voilà quelques éléments de contexte aussi. Oui, un contexte qui est favorable. Alors, on a changé de monde. On est dans un monde dans lequel à peu près la moitié de la planète a accès à Internet. Donc ça change beaucoup la donne. Ça veut dire que quelque part, l'accès à Internet nous permet d'avoir un accès à la connaissance qui va être différent de celui d'avant. Avant, l'accès à la connaissance se faisait à travers l'enseignant. C'était la source logique, c'est-à-dire c'est une personne physique qui vous apportait la connaissance. Vous pouvez avoir éventuellement à la télévision ou des choses comme ça.
Mais aujourd'hui, l'accès existe. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas Internet pour aller regarder des vidéos de petits chats. Mais quelque part, il y a cette connaissance sur ça, Internet. Et la connaissance, finalement, c'est quand même une des deux grandes bases de l'éducation. Donc voilà quelques chiffres, quelques éléments que j'ai regardés. C'est intéressant, ça, c'est des articles au niveau international qui sont vraiment en train de montrer aussi une différence de perspective entre l'éducation, le monde de l'éducation tel qu'on le voit en France avec ses particularités, et tel qu'il se présente au niveau planétaire, où quelque part, il y a des difficultés qui sont autres, il n'y a pas les mêmes moyens qu'en France, mais il y a aussi peut-être plus d'imagination, parce que comme il n'y a pas les moyens, on va utiliser cet accès à l'Internet et avec des choses comme des téléphones portables pour pouvoir finalement apporter partout la connaissance. Sachant que l'autre modèle ne marchait pas. C'est-à-dire l'autre modèle, c'était on attend que ce soit un enseignant qui transmette, sauf que si on n'a pas l'enseignant, on a un problème. Alors là, on a d'autres moyens de faire les choses. Bon, alors pour la suite, donc là le petit 3 veut dire que j'ai plusieurs éléments d'introduction. Donc pour la suite et pour essayer de comprendre de quoi on parle, je vais souvent parler de deux petits-enfants que je vais appeler Alice et Bob. Alors Alice et Bob, c'est du jargon d'informaticien. Dans les jargons d'informaticien, quand on a besoin de deux personnages, on les appelle A et B. Puis ensuite on les a appelés Alice et Bob. Donc moi, ils vont s'appeler Alice et Bob parce que je suis quand même informaticien. Mais c'est juste pour dire que quand je vais essayer de construire un système informatique, un système d'intelligence artificielle pour quelque part regarder de leurs soucis d'éducation, c'est à eux que je vais penser. Alors j'ai pas fait de photos, mais ça peut être des enfants qui sont là et qui sont des enfants pour lesquels, mais la question va être est-ce que je peux créer de l'intelligence artificielle? Alors avant d'aller trop loin, quand même dire tout de suite merci à plein de gens. Donc tout ça, c'est des projets en cours. Donc la chaire UNESCO existe et c'est une dizaine de personnes qui travaillent ensemble. Donc merci à eux. Puis on a plein de projets autour de ça. Donc l'université de Nantes est très active sur toutes ces questions. Donc ça, c'est des projets internationaux. Avec donc l'équipe de la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale, puis d'autres chaires de l'UNESCO et l'UNESCO elle-même. Et là, je donne plein de noms. Et toutes mes images sont en CC BY ou en CC 0, pardon, ce qui signifie que si quelqu'un a envie de reprendre cet exposé, il doit pouvoir le prendre. Bien, donc le menu maintenant, parce que tout ça c'était de l'introduction pour juste dire, très bien, il y a un enjeu, on veut faire de l'éducation, l'IA est en train d'arriver, est-ce que l'IA va prendre de la place? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir répondre à tout ça? On va parler d'intelligence artificielle, pas longuement, parce que c'est pas le but, donc le but c'est juste de rappeler, de donner juste quelques éléments pour comprendre ce que c'est. Les besoins aujourd'hui de l'éducation dans le monde, même si j'ai déjà donné des éléments, je redonnerai. Et je ferai une parenthèse sur l'éducation ouverte. Donc, ma chaire étant éducation ouverte, je vais essayer de faire la différence entre qu'est-ce que c'est que l'éducation par rapport à l'éducation ouverte. Qu'est-ce que ça change? Parce que finalement, ça change beaucoup les choses. Et on aura ensuite deux sens. On a l'IA pour l'éducation et l'éducation pour l'IA. Donc, c'est les chapitres 4 et 5, ou les parties 4 et 5. L'éducation à l'IA, c'est la question de est-ce qu'il faut que les enfants soient éduqués à l'IA? Ceux qui ont entendu l'exposé l'année dernière, j'avais déjà parlé de ça, donc je ne rentrerai pas trop dans les détails. Mais la réponse commence à être oui. Il va bien falloir quelque part que les nouvelles générations se mettent à apprendre l'intelligence artificielle parce que, on le voit, on a des outils qui aujourd'hui sont en train d'être pleins d'intelligence artificielle. Ceci, mon téléphone portable est juste plein d'IA. Il passe son temps à corriger ce que je dis, il passe son temps à réorganiser ce que je dis ou ce que je fais, il passe son temps à me faire des recommandations, des propositions. Donc quelque part, si en plus je l'ai mis en mode assistant, il va vraiment devenir un objet. Il va falloir qu'on sache vivre avec, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de le subir, donc ça signifie apprendre des choses à l'école. On va reparler de l'UNESCO un tout petit peu et puis ensuite on va donner des exemples. Donc des exemples concrets de projets, de choses qui existent déjà ou qui sont en train d'exister et où l'intelligence artificielle joue un rôle dans l'éducation. Puis alors là, ensuite on essaiera, j'espère, de conclure. Je prends plutôt le pari de faire les questions à la fin, mais comme on n'est pas non plus très nombreux, si quelqu'un a vraiment envie de poser une question, il y a des endroits où j'ai dit pour récapituler, je vais faire un peu comme un enseignant, fin de chapitre, récapitulation, ça peut être le moment de lever la main et poser-la à ce moment-là. Donc l'intelligence artificielle. Alors là, c'est un phénomène assez curieux, l'IA, donc ça a à la fois toujours existé et c'est totalement neuf.
Donc ça a toujours existé, et quand on va regarder les définitions qu'on va trouver sur le web ou sur Wikipédia, on trouve les anciennes définitions. Donc quand je dis ça a toujours existé, c'est que on dit que l'IA a commencé dans les années 50, où quelqu'un s'est mis à réfléchir. Donc les années 50, c'est le moment où les ordinateurs ont été construits juste quelques années plus tôt. On a commencé à les utiliser pour s'envoyer des bombes sur la tête les uns des autres, et une fois qu'on a réglé le problème de la balistique, on est passé à d'autres sujets. Et donc les gens se posaient la question, est-ce que ces puissances de calcul, on peut les utiliser pour autre chose? Bon, logiquement, les banquiers sont arrivés et puis ils ont dit, nous, on veut faire la paye, on veut faire de la gestion avec. Ouais, bon, très bien, on va vous construire des machines. Et puis ensuite, il y a eu d'autres gens en train de dire, mais est-ce que je peux l'utiliser pour jouer aux échecs? Est-ce que finalement, cette machine qui calcule, est-ce qu'elle peut faire comme nous? Est-ce qu'elle peut être aussi intelligente que nous? Et donc la question a été posée, et donc les gens ont beaucoup travaillé dessus, et intellectuellement, tous les débats des années 60, 70, 80, 90, 2000 étaient passionnants. Et puis vers 2012, en fait, il va y avoir un peu une révolution purement technologique, c'est-à-dire que ça va se mettre à marcher. Donc pas des trucs neufs, c'est pas l'idée Eureka etc. C'est une conjonction il y a beaucoup de data, puisque Internet permet de récolter des data à ce moment-là. Donc là où ces techniques avaient besoin de data, il n'y avait pas tant de data, ça coinçait. Une meilleure compréhension des algorithmes et puis des machines qui sont soudainement devenues plus puissantes. Et soudainement, ça s'est mis à marcher avec des progrès spectaculaires, en particulier sur des domaines comme la vision. Donc le fait qu'une machine puisse voir par exemple des radiographies et puis trouver dedans des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Des choses qui ont commencé à bluffer, les véhicules autonomes. Les premiers véhicules autonomes datent de 2005. C'est-à-dire la première fois que quelqu'un a osé mettre une voiture avec que de l'électronique et personne derrière. Enfin, s'il y avait quand même quelqu'un pour appuyer sur le bouton pour dire attention, ça marche pas. D'accord. Mais quelque part, les premiers véhicules autonomes datent déjà de ce moment-là et vont se mettre à marcher ensuite. Et puis il y a les jeux, c'est-à-dire le fait que aux échecs, Kasparov avait déjà été battu en 1997, mais en 2016, il va y avoir une double victoire à la fois au Go puis aux échecs par des systèmes de génération moderne. Et donc depuis, ça booste. Depuis, on voit que sur plein de domaines, l'IA joue un rôle considérable. Alors, si on regarde les anciens systèmes, le mot-clé que j'ai mis en rouge, c'est imitation et simulé. C'est-à-dire que ce qu'on demandait au système d'intelligence artificielle, c'était capable d'imiter l'intelligence humaine. Donc, on ne demandait pas à un système d'être intelligent. On lui demandait de nous convaincre. C'est un peu comme si c'était un très bon acteur qui donnait un exposé brillant. Mais en fait, il ne comprend rien. Il s'est juste contenté de donner l'exposé brillant. Et s'il nous a convaincus qu'il était brillant, on va applaudir. On va dire ce monsieur est très intelligent. Voilà, donc c'était à peu près ça qu'on demandait à l'IA. Donc voici justement quelques-unes de ces dates clés qu'on pourrait voir sur l'IA. Moi, je le fais commencer à 1950, donc le moment où Alan Turing, qui est aussi, on va dire, la personne qui a le plus influencé la création de l'informatique, donc va écrire un article où il dit est-ce que la machine peut être intelligente, et puis il explique comment. Et puis ensuite, ça va s'enchaîner. On voit des jeux apparaître, on voit toute une série d'étapes là-dessus. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on se rend compte depuis 2012 à peu près, c'est que tous les progrès spectaculaires de l'IA, et je pèse mes mots, sont liés à une technologie qui s'appelle le machine learning, ou en français l'apprentissage automatique. Parfois, on parle d'apprentissage statistique. En fait, c'est le moment où on dit la machine est capable d'apprendre. Alors ça peut sembler un peu bizarre, mais l'idée, c'est que notre propre intelligence, elle passe par là. Elle passe par notre capacité à apprendre. Elle passe par le fait qu'on a plein de connaissances. C'est pas que vous avez déjà, Wikipédia, si vous connaissiez Wikipédia par cœur, ça ne vous rendrait pas une meilleure personne. Ce qui vous rend une meilleure personne, c'est votre capacité à apprendre. Et le fait que vous soyez à l'université Paris-Nantes, c'est que vous avez encore envie d'apprendre. Mais quelque part, cette capacité d'apprendre, c'est aussi ce qui va distinguer les machines. Et donc, si une machine est capable d'apprendre, et à partir de quoi? À partir de données, on va se retrouver face à un phénomène d'intelligence artificielle. Donc, c'est la différence entre des machines d'avant dans lesquelles on se disait il faut tout coder en dur. Donc, il faut que je code toute la connaissance dans la machine. Et puis, les machines d'aujourd'hui dans lesquelles je dis non, je vais juste coder la capacité d'apprendre de la machine. Et puis ensuite, la machine va se débrouiller pour aller chercher de la data.
Enfin, va se débrouiller. On va aussi lui donner de la data. D'accord, mais avec les mécanismes de logique, de raisonnement, de mathématiques, de géométrie, et toutes sortes de choses, on va transformer la data en connaissance. La machine va transformer la data en connaissance. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui fait le cas de la machine. Alors attention, il y a un piège là-dessus. Je parle d'apprentissage automatique et tout à l'heure, on va parler d'apprentissage au sens des enfants, c'est-à-dire de l'éducation. Donc il va bien falloir qu'on sache à quel moment est-ce qu'on est en train de parler de l'apprentissage de la machine et de l'apprentissage des enfants. Mais là, je suis juste sur l'IA, je suis en train de parler de l'apprentissage par la machine. Alors, je me suis dit que j'allais être capable de vous faire comprendre ce transparent. Je veux pas y arriver. Mais ce qui m'intéresse dedans, c'est ça vient d'où? Ça vient de l'OCDE, donc qui ont mis en place un groupe de travail pour définir l'IA, et c'est probablement la meilleure malgré tout définition de l'IA, ce qui montre que c'est pas très clair, d'accord, qui existe. Alors ils définissent pas l'IA d'ailleurs, parce que c'est embêtant de définir l'intelligence artificielle. Dès que vous voulez définir l'intelligence artificielle, il faut passer par la case définir l'intelligence. D'ailleurs, ça on n'a pas tellement envie. Parce que ça, c'est compliqué. Ça, c'est encore plus compliqué. Alors, et eux, ils vont définir des systèmes IA, AI systems. Et c'est pas les seuls. On va trouver plein de gens qui vont faire ça en train de se dire, non, moi, ça m'intéresse pas de définir l'intelligence artificielle parce que ça m'entraîne vers d'autres questions vraiment compliquées. Mais un système IA, c'est-à-dire finalement, une machine qui est dotée d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Et donc là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a la partie de gauche qui est le système IA et la partie de droite qui est l'environnement. C'est-à-dire que c'est quand même des machines ou des systèmes qui interagissent avec un environnement. Vous pouvez penser, par exemple, à un logiciel qui joue aux échecs ou qui apprend à jouer aux échecs. Et donc, il y a des flèches dans les deux sens. On voit qu'il y a de la perception et de l'activation parce qu'effectivement, le système, finalement, va aller chercher ou récupérer de la data. Aux échecs, il va récupérer les différents coups faits par son adversaire. Et puis, l'activation, c'est que la machine va elle-même jouer des coups. D'accord? Donc ça va être comme ça. Mais le véhicule autonome fonctionne de la même manière. Va récupérer des données d'environnement, ce que les capteurs, ce que les caméras sont en train de lui envoyer. Et puis, dedans, il y a toute la partie en rouge, là où il va y avoir du travail de fait. Et puis, à l'arrivée, il y avait une décision. C'est-à-dire, je tourne de 3 degrés vers la droite ou de 2 degrés vers la gauche. Voilà. Donc, c'est le même cercle qui se passe. Et alors, à gauche, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, je vais trouver donc les 3 grandes boîtes, algorithme de construction de modèle, le modèle et l'algorithme d'interprétation du modèle. Le mot-clé, c'est le mot modèle. Le mot modèle, c'est l'idée suivante, c'est que l'IA va essayer de transformer les datas en modèle de la réalité. C'est-à-dire, je sais pas, je vois cet amphi, donc j'ai des capteurs, j'ai des informations. Je vais essayer de transformer ça en un modèle. Un modèle, c'est quoi? Ça peut être toutes sortes de choses, typiquement un objet mathématique, qui va me permettre de dire, un amphi, c'est composé de rangées, de travées, dans lequel il y a des gens qui sont assis. Au 4e rang, il y en a 2. Au 6e rang, il y en a 3. Et puis, en fait, j'ai une espèce de description un peu plus abstraite de cette situation-là. L'intérêt de la chose, c'est que le modèle, ça devient quelque chose d'interrogeable par la machine elle-même. Je peux me reposer des questions en train de me dire, il y avait combien de personnes au 11e rang? 11, tac. Alors, je pourrais apprendre par cœur la situation. Ce serait un modèle, mais c'est un modèle qui serait beaucoup trop inintéressant. Il aurait beaucoup trop de détails. Donc, ce qui intéresse, c'est d'avoir des mécanismes de généralisation, des mécanismes d'une certaine manière de simplification pour avoir un modèle plus simple. Vous pouvez penser à la météo. D'accord? Vous avez des capteurs partout dans le monde qui sont en train de mesurer, avec des bateaux, sont en train de mesurer l'hydrométrie, le vent, enfin un peu partout. Tout ça, toutes ces datas sont récupérées et on va construire un modèle. Donc un modèle, c'est une série d'équations qu'on peut ensuite faire tourner pour, par exemple, essayer d'anticiper à quoi va ressembler la journée de demain. Je peux aussi l'interroger directement pour dire quelle température fera-t-il à Nantes dans 6 mois, avec bien sûr des probabilités d'erreur d'autant plus grandes que le modèle est soit défaillant, soit l'incertitude est grande. Voilà. Donc l'IA, c'est ça. Mais alors maintenant, vous pouvez penser à un prof, c'est la même chose. Il a en face de lui le petit Bob dont on parlait tout à l'heure. En fait, le prof IA va avoir en face de lui un modèle de Bob. Donc, il va se faire une idée. Bob, il ressemble à ça, il a ces trucs-là. Et je vais pouvoir m'interroger le modèle pour savoir, en fait, est-ce que Bob, il va avoir des difficultés pour lire? Est-ce que Bob, il risque de se perdre lorsqu'on passera à l'écriture? Est-ce que Bob pourrait bénéficier d'un travail accompagné de tel ou tel type? Donc, on interroge le modèle
plutôt que d'interroger Bob. Alors pourquoi? Parce que Bob, il n'est pas là, mais aussi parce que un algorithme peut interroger plein de modèles en même temps, alors qu'un enseignant, on peut peut-être le faire que pour une seule personne. Donc voilà un peu l'idée. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur IA, je vous recommande cette excellente vidéo tournée il y a 1 an. J'ai vieilli en 1 an, je ne sais pas. Donc ça, c'était ici, bien sûr. Enfin, c'était là. Et puis là, vous êtes quand même une 60aine, alors que je crois qu'on était 4 dans la salle, parce que là, on était en Covid complet l'année. Enfin, tout était fermé pendant le confinement l'année dernière. Bon, alors à retenir sur cette section, c'est que l'intelligence artificielle, certes, existe depuis 1950, mais il y a vraiment une accélération. Et cette accélération a des conséquences économiques, mais a aussi des conséquences politiques. C'est-à-dire que tout le monde se doit de réagir par rapport à ça et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait sur ça? En fait, Covid est arrivé à un moment où vraiment le boom de l'IA était très très fort. Puis ensuite, il y a eu un petit peu quelque chose de plus urgent. Donc ça a cessé d'être essentiel dans les médias, mais les grandes entreprises, les grands labos, tout le monde a continué à travailler sur ces questions et il y a eu beaucoup de progrès de fait depuis. Donc... juste dire ça, parce qu'il y a une proposition qui est conventionnelle. En France, on aime bien dire que l'IA, c'est rien d'autre que la suite de l'IA d'avant. Moi et quelques-uns, on pense que non, qu'il y a une vraie rupture. C'est-à-dire que l'IA qu'il y avait avant, c'était gentil, les idées étaient très bien, mais en pratique, ça marchait pas. Or, la différence, c'est que l'IA qui est en place depuis, 5 ans, est une IA qui fonctionne. Et donc ça change quand même la donne. Alors, les besoins de l'éducation. Donc, au niveau du monde, les besoins de l'éducation sont résumés par ceci, par le fait que dans les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies, l'objectif numéro 4, c'est le 4e, qualité de l'éducation. Et le but, c'est de garantir l'accès à tous et à toutes à une éducation équitable, gratuite et de qualité, à travers toutes les étapes de la vie, donc pas simplement pour les petits, en éliminant les disparités entre les sexes et les revenus. Et on veut mettre l'acquisition des compétences fondamentales et de niveau supérieur pour vivre dans une société durable. Bon, c'est juste indiqué que assez logiquement, ça surprend personne de dire que Nations Unies plus UNESCO, on dit, attendez, l'éducation, c'est quand même le truc, on n'y touche pas, c'est super important. Alors c'est même plus fort si je regarde les engagements des Nations Unies, donc dans la charte, en fait, parmi les droits fondamentaux, il y a un droit de recevoir et de répandre des informations. Donc finalement, il y a une espèce de droit déjà de quelque chose que moi j'appellerais éducation ouverte après, c'est-à-dire qu'il y a le droit d'avoir accès à l'information. C'est-à-dire que si vous avez le droit à l'éducation, mais en fait l'enseignant n'a pas accès aux connaissances, ça pose quand même un problème. Donc avoir ce droit à l'éducation, c'est pas juste quelque chose, je vous mets un enseignant devant. C'est avoir droit à savoir, effectivement, l'éducation dans l'état des connaissances tel que c'est porté sur la planète aujourd'hui. Donc c'est vraiment important et ça fait que depuis quelques années, l'UNESCO, on en reparlera, mais c'est un peu le bras armé des Nations Unies pour tout ce qui est l'éducation. D'accord, un peu comme les Nations Unies, c'est l'organisation internationale globale qu'on connaît. Et puis, il y a des choses comme UNICEF, UNESCO, et UNESCO s'occupe spécifiquement de ces questions d'éducation. Alors, est-ce qu'il faut définir l'éducation? Non, oui, je sais pas. J'ai choisi de ne pas le faire parce qu'il aurait fallu trouver des tonnes et des tonnes de définitions. Je vais prendre quelque chose de très simpliste, beaucoup trop, très simplificateur. Et je vais juste dire que dans l'éducation, il y a 2 grands enjeux. Il y a la connaissance où elle est, et puis ce qu'elle est, et puis la transmission de cette connaissance. Autrement dit, d'une certaine manière, voilà, la connaissance et la didactique. C'est-à-dire comment est-ce que je la transmets et comment et qu'est-ce que je sais. Alors ça peut sembler évident, et aujourd'hui on demande à ce qu'un enseignant ait la double compétence, mais en fait c'est un sujet de tension, toujours entre les deux. Pour ceux qui connaissent l'université de Nantes ou les universités en général, ils sauront que année après année, c'est une bagarre pour savoir si la formation des enseignants doit se faire plutôt dans les facultés, donc là où est la connaissance, ou plutôt dans une école spécifique, très très loin des facultés, c'est-à-dire un endroit où on est plutôt en train d'apprendre la transmission. Et c'est juste un sujet mais récurrent qui revient tout le temps. Universitaire, moi je suis enseignant à l'université, je n'ai jamais eu un cours de pédagogie ou de didactique de ma vie. On était persuadé, un peu moins quand même aujourd'hui, qu'un enseignant d'université, c'était juste quelqu'un qui était dépositaire de la connaissance et ensuite il saurait bien trouver les moyens de la transmettre à ses étudiants. Donc les 2 choses ont un sens et par rapport à l'IA, les 2 choses vont nous interroger. Parce que un de mes arguments, c'est de dire la connaissance aujourd'hui, elle existe, elle est déjà sur le web, c'est une question de l'organiser. De dire que l'enseignant est le dépositaire de la connaissance,
ça va le rendre fragile par rapport à la question que j'ai posée au début, puisque c'est la partie remplaçable. J'ai envie de dire que il y a plus de connaissances dans les vidéos de l'université permanente que chez un enseignant-chercheur de l'université de Nantes, puisqu'il y a juste une qualité d'information qui est là. Ça demande juste un travail de réorganisation pour pouvoir retrouver l'information. Bon, mais on va garder cette approximation. S'il y a des enseignants, ils vont être pas d'accord, dire qu'il y a un troisième volet, un quatrième, un cinquième, je ne sais pas. Mais moi, je vais garder juste ces deux-là, la connaissance elle-même et la transmission de cette connaissance. Alors, j'avais trouvé celui-là, j'aurais pu le mettre ailleurs, ce transparent-là. C'est un rapport qui est sorti il y a quelques semaines, d'accord, où effectivement on voit que dans un pays comme l'Inde, c'est vrai que c'est un énorme pays, c'est le pays continent, il manque aujourd'hui 1 million d'enseignants. Donc ils ont fait le compte, ils ont déjà 9 millions d'enseignants. Donc nous, l'éducation nationale, c'est 1 million de personnes, donc c'est pas que des enseignants. Donc ils ont 9 millions d'enseignants, mais ça leur suffit pas, il leur manque 1 million. Donc si vous manquez des enseignants, ça veut dire que vous faites comment ? Ça veut dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas classe, ou bien que vous avez juste pris un parent qui était en train d'essayer d'aider un peu approximativement en attendant. C'est pas simple du tout. Ok, toujours sur cet argument sur les enseignants et les besoins de l'éducation, puisque c'est ça la tête de chapitre, dire ça, que c'est un enjeu, alors là aussi c'est discutable, moi je vais argumenter que les technologies sont en train d'aller plus vite que le renouvellement des générations. D'accord. Autrement dit, vous avez aujourd'hui un enseignant qui a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans d'expérience et soudainement il se retrouve face à des demandes, tiens, il faudrait enseigner le code informatique. Tiens, il faudrait enseigner la technologie sur l'Internet des objets. Tiens, il faut enseigner l'intelligence artificielle. Donc des choses sur lesquelles lui-même, au moment où il a eu sa formation, il n'avait absolument rien vu. Donc il y a un enjeu qui est compliqué. L'enseignant... Alors, mon argument, c'est de dire que l'enseignant du XXe siècle n'avait pas ce problème-là. Il y avait bien sûr un progrès des technologies, mais la vitesse de progression des technologies n'était pas la même. Ou la différenciation. Ou s'il y avait progrès de technologie, on n'avait pas besoin de l'enseigner juste derrière. Tout à l'heure, j'ai dit, l'IA est apparue réellement de façon spectaculaire. Allez, en 2016, les premiers résultats en 2012, de façon spectaculaire en 2016. Aujourd'hui, en 2021, la communauté européenne est en train de dire qu'il faut enseigner ça à l'école. Vous voyez, en 5 ans. Donc, cette vitesse, elle pose un problème. C'est-à-dire que les besoins en éducation, c'est comment faire en sorte pour que les éducateurs puissent survivre dans un système dans lequel on leur dit voilà, il y a tout un pan de nouvelles connaissances non triviales, parce que c'est vraiment des questions non triviales qu'il va falloir que vous appreniez à connaître, parce qu'il va bien falloir que vous en serviez en classe. Donc, c'est des questions pas du tout évidentes. Donc à retenir les deux trucs là-dessus, c'est le fait qu'au niveau planétaire, les enjeux sont vraiment gigantesques. Donc les besoins de l'éducation, c'est aussi cela, c'est aussi réfléchir au niveau planétaire, pas simplement au niveau français. Et puis la deuxième chose, c'est cette tension entre les connaissances et compétences didactiques et le fait que cette tension est en augmentation avec effectivement les progrès scientifiques et puis les progrès scientifiques surtout tels que la société indique, attention, il est nécessaire que les prochaines générations soient capables d'eux. Voilà. Donc il y a vraiment un système sous tension. Alors système sous tension, ça peut être très bien, ça permet effectivement à tout le monde de se remettre en cause, mais c'est compliqué aussi. Alors je fais ma petite parenthèse, c'est un peu comme si c'était mon espace publicitaire, donc sur l'éducation ouverte. Parce que ça va avoir un sens, c'est-à-dire que là aussi, de la même manière qu'il y a toutes ces technos, ces besoins, de l'autre côté, il y a une réponse, et la réponse qui semble arriver, c'est cette réponse-là à travers l'éducation ouverte. Donc, l'idée de l'éducation ouverte, c'est de faire en sorte, l'enjeu, c'est d'accélérer, de rendre la transmission de la connaissance la plus facile possible. On peut penser à l'éducation comme effectivement la transmission de la connaissance entre les générations. C'est une génération qui transmet la connaissance à la nouvelle génération qui arrive, qui va transmettre, etc. Le rôle de l'éducation qui va aller dans ce sens-là. Et donc, il s'agit de rendre cette transmission des connaissances meilleure. Alors, bien entendu, là, le problème du manque d'enseignants est un autre enjeu, mais avant cet enjeu-là, il faut qu'on soit capable de rendre la connaissance, de rendre possible la transmission de la connaissance. On ne peut pas imaginer un monde dans lequel il y aurait un monde riche qui aurait accès aux connaissances du XXIe siècle et un monde moins riche qui aurait accès aux connaissances du XXe siècle. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui.
C'est-à-dire aujourd'hui, mais dans des pays dans lesquels les renouvellements des manuels ne peuvent pas se faire, on travaille avec des manuels du XXe siècle, avec des technos du XXe siècle, et donc on est en train de préparer des gens au XXe siècle, alors que quelque part, les enjeux, y compris qui sont pertinents pour les autres pays, les enjeux sont les enjeux du XXIe siècle. Et donc, la recommandation de l'UNESCO, c'est de favoriser un truc qui s'appelle les ressources éducatives libres ou les REL. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand un enseignant prépare un cours, surtout si ce cours a déjà été payé par les impôts et par l'État, d'accord, que ce cours soit remis à disposition. C'est peut-être pas nécessaire que ce cours soit ensuite envoyé à un éditeur qui va certes faire un travail d'édition derrière, mais qui ensuite fait que il va falloir acheter ce livre si on veut s'en servir. D'accord ? La connaissance a été créée, non pas gratuitement, attention, la connaissance a été créée ou a été mise en bouteille de cette manière par des enseignants, par des chercheurs, par des créateurs, et ensuite, d'une certaine manière, il se passe quelque chose et c'est comme si elle était confisquée, et puis soudainement, elle devient un objet qu'il va falloir acheter. Donc, il existe d'autres modèles dans lesquels, en fait, effectivement, on va mettre ces connaissances en utilisant typiquement l'Internet. On va mettre cette connaissance sur Internet, sur des pages, et puis organiser de certaines façons pour que les gens puissent s'en emparer. Donc, ça s'appelle des REL. Et puis, les 5 petits diagrammes qui sont en bas, c'est un peu la description de ce que sont les REL. C'est donc l'idée que si je fais c'est transparent, par exemple, à gauche, il y a une licence CC. Vous voyez le petit dans le coin en gauche, là, CC BY. Ça vise juste à dire que mon cours est licencié avec une licence Creative Commons qui permet à n'importe qui de regarder ce cours. Donc, il n'est pas obligé de me payer pour avoir une copie de ce cours. Il peut le réutiliser avec ses élèves, y compris s'il donne une vidéoconférence. Il peut réutiliser ces transparents sans rien me demander. D'accord, parce que ça, ce serait un frein à sa liberté d'enseignant. Il peut le changer parce qu'il se dit que malgré tout, il y a plusieurs de mes transparents qui sont pas intéressants ou qu'il veut rajouter les siens. Donc, il peut transformer mon cours. Un cours, c'est quelque chose de vivant. Il peut le réutiliser donc une fois qu'il a fait ça en repartageant avec d'autres personnes. Puis, il peut remixer, c'est-à-dire il peut prendre mes transparents et puis les transparents de la conférence d'hier et puis il peut les mélanger entre eux pour faire une nouvelle conférence, un nouvel objet. Donc, c'est cette économie-là qu'il est important de souligner dans ce système. Ça peut sembler utopique, c'est en train de fonctionner dans beaucoup de pays. Alors, la France est un peu en retard. Une des raisons, c'est qu'on a la chance d'avoir un système qui est gratuit. C'est-à-dire qu'on ne paye pas pour les livres des écoles primaires, c'est la municipalité, c'est les communes qui payent. Pour les collèges, c'est les départements. Pour les régions, pour les lycées, c'est les régions. Et les universités sont plutôt bien dotées avec des bibliothèques universitaires qui sont bien dotées par l'État. Donc on a cette impression de gratuité. Dans d'autres pays, typiquement les pays anglo-saxons, il faut payer, les parents doivent payer. Donc au bout d'un moment, les parents et surtout les étudiants se sont mis à râler. Et aujourd'hui, il y a dans toutes les universités un encouragement aux enseignants à produire du matériel sous des licences Creative Commons en tant que REL pour pouvoir permettre effectivement à des gens de faire des études. Donc assez curieusement, on a cet avantage sur les autres d'avoir une éducation gratuite, mais qui est un frein d'une certaine manière parce que les utilisateurs n'ont pas conscience des coûts absolument fantastiques. Je calcule que les coûts de l'édition scolaire et universitaire, de l'édition pour l'éducation, se montent à entre 500 millions d'euros et 1 milliard par an en France. Donc c'est un sacré volume qui est en jeu là-dessus. Bon, mais au-delà de ce côté, c'est bien parce que économiquement, ce qui se passe, c'est que ça accélère la transmission de la connaissance. Parce que moi, mes transparents, si je les mets sur le web, quelqu'un peut s'en emparer demain. Il ne va pas devoir attendre que le bouquin sorte, qu'il achète le bouquin. Et quand il aura le bouquin, tout ce qu'il aura, c'est le bouquin. Et s'il veut faire des slides, il va faire des photos, refaire des trucs derrière. Enfin bon, ça, la connaissance, ça va pouvoir effectivement être disséminée beaucoup plus vite. Donc, juste dire que ces idées-là datent de pas si longtemps que ça. On dit que c'est surtout au XXIe siècle que les choses se sont accélérées. Donc, je donne quelques dates qui ne sont pas sont pas les plus intéressantes, sont intéressantes pour les spécialistes. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder historiquement. Et historiquement, l'éducation a été ouverte. Au Moyen-Âge, dans les premières universités, en fait, vous n'étiez pas obligé d'être inscrit avec une inscription, avec une série de règles pour pouvoir apprendre.
Tout le monde avait le droit d'apprendre. Puis là, on trouve un petit texte que je trouve absolument mignon, qu'à un moment donné, les travaux de Dante étaient sortis, et à Florence, les habitants ont dit, mais nous, on veut comprendre aussi. Et donc, le prince local a dit, bon, très bien, je vais organiser des conférences pour que tout le monde puisse comprendre les travaux de Dante. Et on ne faisait pas de contrôle à l'entrée pour savoir. Donc, l'université permanente est tout à fait ouverte. On n'est pas en train de vérifier que vous avez votre bac ou le diplôme qu'il faut pour pouvoir venir. Donc, en ce sens, quelque part, on va dans la bonne direction. Voilà, alors il va falloir encore que je réussisse le lien. Là, pour l'instant, je vais parler d'IA, j'ai parlé d'éducation ouverte. Mon objectif, c'est bien sûr de faire un petit peu le lien entre les deux. Donc, à retenir là-dessus, c'est que éducation ouverte, c'est libre circulation de la connaissance. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Moi, je le dis, c'est normal, parce que j'ai une chaire UNESCO, c'est mon objectif. C'est l'UNESCO qui le dit. C'est l'UNESCO qui a dit objectif 4, c'est l'éducation pour tous. Et dans éducation pour tous, le truc important, c'est en 2019, l'UNESCO a adopté ce qu'on appelle une recommandation, c'est justement d'utiliser ce modèle-là. Donc c'est le modèle qui débloque, c'est celui dans lequel, effectivement, on a besoin d'aller pour que ça fonctionne. Alors ça marche au niveau francophone, toute la francophonie est intéressée par ces questions-là. Bon, alors essayons de faire le lien entre éducation et IA, parce que jusque-là, on a parlé des choses séparément. Donc l'éducation à l'IA. Donc l'éducation à l'IA, c'est c'est probablement le sujet de l'année prochaine. Donc si vous me réinvitez à donner une conférence, je reviendrai parler de ça, parce que ça risque d'être vraiment le sujet. Donc l'éducation à l'IA, c'est quand même déjà un sujet, c'est-à-dire la question de... Aujourd'hui, on apprend l'IA en France en Master 1 ou en Master 2. D'accord ? Il faut attendre d'avoir fait 4 ans d'université pour apprendre l'IA. Pourquoi ? Parce que finalement, on apprend l'IA pour exercer le métier de spécialiste en IA. Donc c'est assez logique que on apprend plein de trucs avant et puis ensuite on devient spécialiste. Demain, en fait, et là, on commence à se dire, non, l'IA va prendre une part dans la société trop importante pour qu'on se dise qu'il n'y a que quelques personnes qui vont pouvoir comprendre comment ça marche. Donc, il va falloir s'habituer à ça. Alors, pas nécessairement pour en faire, mais au moins pour comprendre quelles sont les décisions qui vont vous être suggérées. Pour comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'IA va prendre une décision et vous, malheureusement, elle va vous toucher négativement parce que finalement, statistiquement, vous êtes la mauvaise personne. Vous êtes justement atypique. D'accord ? L'IA va avoir une tendance désagréable à, quelque part, gagner statistiquement, ce qui signifie faire plaisir à la majorité. Parce que c'est comme ça que vous faites pour que les pourcentages d'erreurs vous soient favorables. Donc comprendre un petit peu tous ces phénomènes-là, ça va être important. Donc je dis qu'il y a toute une série de travaux. Les 2 derniers sont des travaux à moi, qui sont des rapports que j'ai écrits pour l'UNESCO sur justement cette question. Et donc je dis que mon pari, c'est que ça va concerner tout le monde et que ça va être sur la table dès l'année prochaine, où on va commencer à, probablement de façon expérimentale, se demander, alors de qui va-t-on parler ? Alors on va commencer par dire, les étudiants de licence, puis le ministère de l'Éducation nationale est déjà en train de penser au lycée, et puis d'autres au collège, et puis il y a des gens qui testent dans d'autres pays à l'école primaire. Donc on apprend à juste de raisonner pour pouvoir en fait s'appuyer sur la machine, pour pouvoir s'appuyer sur l'IA dans les activités de tous les jours, dans les activités éducatives de tous les jours. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour être dans un monde plein d'IA ? Alors c'est des slides que j'ai passé à peu près l'année dernière, mais je l'ai passé un peu vite. Donc la question qui était là posée, c'était pas tellement comment on enseigne l'IA, mais qu'est-ce qui change fondamentalement dans notre conception du monde et qu'il va falloir réussir à comprendre pour pouvoir se dépatouiller dans un monde un peu IA. Et j'avais dégagé 4 ou 5 grandes familles de questions. Donc la première, il va falloir comprendre ce que c'est que ces fameuses data. On parle de tout le temps des data, les data. Alors pour ceux qui ont chez eux des tableurs, les data, c'est un tableur. D'ailleurs, c'est un tableur, vous avez des lignes et des colonnes, sauf que le nombre de lignes, c'est quelques millions, et le nombre de colonnes, c'est aussi quelques millions. Et donc, en fait, on ne peut plus le regarder, et donc il va falloir essayer d'avoir des algorithmes qui vont essayer de regarder ces datas pour nous, à notre place, et transformer ces datas en quelque chose qui soit utile, typiquement en règles, typiquement en décision. Et donc c'est là où ces algorithmes qui transforment, qui malaxent la data et qui vont transformer la data en quelque chose qui nous aide, c'est ça ce qui finalement fait le cœur de l'IA.
Il y a un autre enjeu avec les datas, c'est de comprendre que ces datas ne sont pas consistantes. Donc toute l'éducation est basée sur des données consistantes. Consistantes, ça veut dire que un truc est soit noir, soit blanc. Mais il peut pas y avoir des points blancs à l'intérieur des points noirs et des points noirs à l'intérieur des points blancs. Ça marche pas. Ça, si vous faites ça, quelque part, monsieur, là, il y a un point blanc qui est du mauvais côté. Alors ce monsieur-là, en fait, je l'ai eu de la part d'enseignants. C'est-à-dire, j'ai fait une formation à l'IA un jour et les enseignants n'étaient pas du tout d'accord parce que effectivement, alors c'était pas des blancs, c'était des bleus au milieu des rouges et des rouges au milieu des bleus. Mais ce qui est normal, c'est-à-dire que là, si je faisais n'importe quelle règle statistique dans cette salle, il y aurait des exceptions. Alors, il y aurait des gens qui ne respecteraient pas. Et c'est très bien ainsi, et c'est tout à fait normal. Or, quelque part, on n'apprend absolument pas à travailler en prenant en compte ces exceptions. Donc l'exemple type, c'est celui-là, là où je le donne à mes étudiants régulièrement. Je leur dis, très bien, on va essayer d'apprendre une règle pour savoir combien d'heures il faut travailler pour avoir les meilleures chances de réussir son examen. Et là, le problème, c'est que les datas sont inconsistantes parce que on a Fred qui a travaillé 4 heures et il a échoué. Donc, il va nous poser un problème. Et là, quand on travaille sur les datas, la tendance de notre éducation, c'est de dire j'enlève Fred. Parce que Fred, il m'embête. Fred, c'est quelqu'un qui, quelque part, c'est une erreur. C'est une anomalie. Or, quelque part, il faut absolument laisser ces datas et il faut avoir des méthodes qui sont capables de prendre en compte des données tout à fait normales. C'est tout à fait raisonnable que de temps en temps, il y ait quelqu'un qui travaille dur et qui réussisse pas son examen. Donc, ce travail sur ces datas, ce travail-là, il est absolument pas pris en compte dans les systèmes éducatifs. Tous les exercices qu'on reçoit, ou à peu près au collège, au lycée, ils font une séparation et les choses sont ou ne sont pas. Mais il n'y a pas des choses comme ça. C'est toujours embêtant, donc on les enlève. Le deuxième phénomène important avec l'IA, c'est l'aléatoire. Donc l'aléatoire, c'est le fait que quelque part, quand vous avez un monde absolument énorme de possibilités, parfois la bonne solution, c'est de partir au hasard là-dedans pour essayer d'explorer. Et comme on a la puissance de calcul avec nous, en fait, on pourra faire plein d'explorations au hasard. On rajoutera ce qu'on appelle des heuristiques pour en fait chercher dans les bonnes directions. Mais on va quand même rajouter du hasard là-dedans pour que ça marche. Alors, toute l'informatique contient depuis longtemps de l'aléatoire, mais pour l'IA, alors là, c'est un régal. C'est-à-dire, il n'y a pas un système d'IA dans lequel il n'y a pas d'aléatoire. L'argument qui est derrière, c'est vraiment, le truc est trop complexe. Si je ne mets pas de l'aléatoire, je vais juste être en train de redécouvrir une solution qui existait déjà. Si je veux découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, il va falloir que je donne ce petit coup de pouce au destin. Alors c'est quelque chose de quand même assez anormal dans toutes les sciences, d'accord, de se dire je rajoute le hasard, je rajoute l'aléatoire et c'est grâce à cet aléatoire que je vais avoir finalement des meilleures solutions. En rajoutant de l'aléatoire, en fait, je vais même avoir des choses plus sécurisées. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir un système qui dès le début va m'assurer plus de robustesse, j'ai intérêt à mettre de l'aléatoire dedans. On pourrait se dire que c'est exactement l'inverse. Si je rajoute du hasard dans un système, je vais prendre des risques. Mais en fait, c'est des risques, mais c'est des risques bien calculés par rapport à le risque qui existe de toute façon. Et donc, ce monde non déterministe, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, ce monde non déterministe, en fait, c'est le monde numérique de demain, et il va falloir l'accepter, parce que effectivement, je vais demander à mon logiciel de me dire est-ce qu'il faut m'opérer ou pas, et il y a une part de hasard dedans. Pas facile à accepter ça. D'accord, de se dire que finalement la décision qui va m'arriver dépend aussi non seulement des datas, des algos, mais va dépendre aussi de la petite pièce qui a été jetée en l'air à un moment donné. Oui, bien sûr. C'est de la probabilité maîtrisée, c'est de l'aléatoire, c'est l'idée que si je lance une pièce une fois, c'est du pur hasard. Si je lance une pièce 1000 fois, je m'attends à ce que ce soit relativement proche de 500 sur 1000 et que quelque part, il y a des grands théorèmes de statistiques qui vont me dire que je vais être dans des zones finalement assez confortables pour raisonner. Donc ça, c'est la deuxième chose à voir. Et donc, ça, c'est quand même un petit peu important. Alors, j'ai plein d'autres choses à dire dessus, mais j'arrête là. Le troisième élément qu'il va falloir apprendre, c'est apprendre à coder. Donc ça, il n'y a pas de mystère. Les enfants le font déjà. On a déjà maintenant en France, on est arrivé à enseigner à coder dès l'école primaire. On fait un langage qui s'appelle Scratch, et petit à petit, c'est en train de se passer au collège et au lycée. C'est la même logique que l'IA. C'est finalement au XXIe siècle, on ne résout pas ces problèmes juste avec du papier-crayon ou en réfléchissant. On va résoudre aussi des problèmes en programmant, en écrivant des morceaux de code pour pouvoir faire des choses. Il y a ceux qui vont pouvoir écrire des bouts de code et ceux qui vont avoir du mal à faire ça. Ou bien même si on ne l'écrit pas soi-même, on a envie de discuter avec quelqu'un qui est capable de l'écrire avec nous.
Donc, ceci fait partie aujourd'hui des programmes. C'est aujourd'hui dans les programmes des écoles et des collèges. Voilà, donc là, je fais de la pub pour ClassCode, qui est un joli projet qui est mené aussi avec le ministère. Alors, tout n'est pas technologie. Il y a aussi des choses à comprendre. Il y a la pensée critique. Alors ça, vous recevez combien de spam, combien de tentatives de phishing par jour, et avouez-le, ces tentatives sont de plus en plus bien fichues. D'accord ? Moi, j'adore recevoir des spams et les analyser parce que régulièrement, je me dis, mince, là vraiment, j'ai mis un moment pour... Je sais que c'en est un parce qu'il n'y a aucune raison de me donner $1 million, mais malgré tout, pour réussir à trouver où est l'astuce et où est vraiment le truc qui va me faire déclencher, le dire, attention, là, il y a une arnaque, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus personnalisé, les gens savent qui je suis, vont rajouter des phrases dedans. Donc, ce monde dans lequel on va avoir à faire une pensée critique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir besoin de l'IA elle-même pour battre l'IA. D'ailleurs, nous, humains, on a du mal à distinguer dans les deux visages qui sont là, quel est le visage qui a été créé purement synthétiquement par un algorithme, de quel est le visage qui est le visage d'une vraie personne. Par contre, un algorithme peut le détecter. Et donc, il va bien falloir qu'on nous-mêmes, on sache utiliser des algorithmes pour ça. On le fait déjà. Quand vous avez justement un mail qui est suspect, je pense que vous récupérez un morceau de mail, vous le mettez dans votre moteur de recherche, et puis vous allez sur tel ou tel site. Finalement, vous utilisez la machine contre la machine. Vous êtes en train d'essayer d'utiliser l'ordinateur pour essayer de détecter quelque part si c'est un spam, si c'est un scam, si c'est quelque chose. Voilà, donc il va bien falloir s'aider de l'IA pour survivre contre l'IA. Bon, le dernier de ces points, c'est plus compliqué, mais ça va rejoindre nos questions d'éducation. C'est qu'il y a de plus en plus il y a plein de choses qui changent dans plein d'incertitudes qui arrivent. Alors, je donnais quelques exemples. Donc, la définition de l'intelligence, qui est totalement mouvante avec l'IA. Aujourd'hui, on a tendance à penser que l'intelligence, c'est ce que la machine ne peut pas faire. D'accord ? C'est-à-dire, on va utiliser l'intelligence artificielle pour définir l'intelligence humaine. D'ailleurs, on n'a surtout pas envie, on a un ras-le-bol que chaque fois qu'on dit ça, c'est être intelligent, et puis la machine arrive en train de dire ça y est, c'est bon, je l'ai fait aussi. Donc, en fait, on définit à l'inverse. L'expérience, c'est troublant, ça. On était persuadé que notre société est basée sur l'expérience humaine, c'est-à-dire le fait qu'une génération transmet à la génération suivante. Dans les fameuses logiciels, ce qu'on appelle AlphaGo 0 et Alpha 0, donc ça, c'est à peu près les meilleurs logiciels aujourd'hui pour gagner au jeu de Go ou au jeu d'échecs. En fait, ils ont jeté toute la connaissance humaine. Ils n'ont gardé que les règles du jeu. Et puis ensuite, ils se sont dit, ils ont mis le logiciel face à lui-même pour qu'il apprenne à jouer. Donc sans intervention humaine, ni directe, c'est-à-dire en apprenant avec un instructeur, ni même en lui donnant des catalogues de parties. Et en fait, la machine est devenue totalement invincible en faisant ça. Donc c'est assez curieux. C'est-à-dire jusque-là, on était persuadés, et toutes les recherches, toute l'IA des années 60 est plutôt basée sur je prends un humain, je prends le raisonnement de l'humain, et j'essaye de me demander comment ce raisonnement de l'humain, je vais pouvoir le mettre dans une machine. Donc, je me souviens de lire des articles à l'époque sur les joueurs d'échecs. Qu'est-ce qui faisait qu'un joueur d'échecs dans telle position prenait telle ou telle décision ? Et donc, on décortiquait les différents mécanismes de prise de décision. Et c'était ça qu'on essayait de mettre dans la machine. Tout ça s'est jeté là. Là, maintenant, on dit à la machine, voici les règles. Un pion bouge comme ça, le cavalier il mange comme ça. L'objectif, c'est de gagner. Vas-y, joue contre toi-même jusqu'à ce que tu deviennes invincible. Et c'est à peu près comme ça que ça marche. Donc ça pose des questions sur l'expérience. La créativité, on a de plus en plus aux échecs typiquement, il y a des coups joués par la machine qui paraissent géniaux aux humains qui le regardent. Donc on peut se dire, mince, on était persuadé qu'il n'y avait que nous humains qui étions capables de créer. Or, la machine aujourd'hui est capable de créer. Et créer veut dire quoi ? De nous surprendre. C'est-à-dire le coup joué par la machine est surprenant et donc quelque part ça nous questionne. Bon, le dernier, je rentre pas dans les détails, mais la notion de vérité elle-même, vous la connaissez aussi à travers les fakes, ou même vous-même, vous prenez une photo et puis vous vous plaisez pas, vous appuyez sur un bouton pour que ça arrange un petit peu, quoi. Donc quelque part, on s'est tous habitués à créer nos propres fakes d'une certaine manière. Mais sur l'éducation, la question, et j'aurais pu le rajouter à cette liste, elle prend un sens aussi. Et ça va être de plus en plus difficile d'éduquer les jeunes face à une IA qui saurait faire la même chose. Prenons les langues, par exemple. Est-ce que c'est utile d'apprendre l'anglais là, maintenant, en 2021 ? Est-ce que quelque part, quand on voit les progrès spectaculaires des traducteurs automatiques, on n'a pas la tentation de se dire
Là, je suis en 6e. Est-ce que j'ai vraiment besoin, dans 7 ans, quand je vais sortir, j'aurai un module, je vais le mettre sur le bout de mes lunettes, et puis je comprendrai ce qui va se passer. Alors bien sûr, il y a un vrai débat pour expliquer que non, que c'est pas ça, que la langue c'est pas juste le mécanisme, qu'il y a la culture derrière, il y a tout le reste. Mais néanmoins, mettez-vous à la place de l'enfance, c'est pas gagné. D'accord ? C'est un peu comme si on disait, ben non, faut que tu continues à faire de l'haltérophilie parce que demain tu risques d'avoir à transporter de lourdes tâches. On sait que demain, on n'aura pas de lourdes tâches à transporter parce qu'on a des machines qui vont faire ça pour nous. Donc peut-être que c'est pas, si je fais de l'haltérophilie, c'est pour être beau à la plage. C'est pas pour être utile à la société pour faire des choses. Et donc là, tous ces skills, toutes ces compétences qu'on est en train d'acquérir à l'école, beaucoup de ces compétences vont nécessairement être questionnées à cause de la capacité de la machine à faire au moins aussi bien les choses. Alors, j'ai pas de réponse là-dessus. Je suis juste en train de dire que, il va falloir réfléchir à ça. C'est-à-dire, finalement, quelles sont ces choses qui aujourd'hui ou hier nous semblaient importantes et qui demain, si elles semblent moins importantes, il va bien falloir répondre. Est-ce que ça veut dire qu'on l'arrête ou pas? Ou est-ce que ça veut dire que, quelque part, il faut trouver les bons arguments qui vont justifier qu'on apprenne l'anglais? Bon, voilà, donc ça c'est quand même des vrais sujets et comme je disais, c'est des sujets qui vont arriver très très vite, si on est déjà en train d'arriver, on est déjà en train de travailler avec les enseignants là-dessus, mais c'est des sujets qui sont bien compliqués. Donc ça va être des enjeux, il va falloir savoir l'utiliser. Et donc je disais, il y a déjà des propositions qui sont sur la table, c'était un peu les documents que j'ai montrés au début, et puis il y a ce qu'on appelle de l'argent de l'Europe, d'accord, ça marche souvent pour faire travailler les chercheurs. Donc il y a l'Europe qui aujourd'hui fait des appels à projets, en train de dire allez-y, dites-nous ce qu'il faut faire. Donc bien entendu, les uns et les autres, nous allons réfléchir à ces questions-là. Alors j'ai un petit chapitre que je vais... aller faire vite, c'est juste, mais c'est des choses qu'on a déjà dit. IA et les liens entre l'UNESCO et l'IA. Donc l'UNESCO, c'était quoi? L'UNESCO, c'est 3 choses. L'UNESCO, c'est l'éducation, c'est la science et la culture. Donc la culture, c'est la partie qu'on connaît le plus parce que c'est le héritage de l'humanité, d'accord? C'est l'endroit qu'on va visiter parce qu'il y a le label UNESCO dessus, d'accord? Et science, on le voit moins, mais en fait, c'est un vrai arbitre des sciences et éducation, c'est un énorme arbitre au niveau international sur l'éducation. Donc là, les enjeux, ils sont absolument partout. Et donc, l'UNESCO a des priorités. Et les priorités, c'est l'Afrique, c'est l'égalité entre les sexes. Donc, sur ces questions de l'éducation. Et donc, on cherche à assurer éducation de qualité pour tous. Et bien sûr, de le faire dans le contexte du développement durable. Et le discours est de s'intéresser à ces questions d'éducation et de science dans un contexte dans lequel il y a des nouveaux défis sociaux et éthiques. Et dans les défis socio-éthiques, il y a justement l'intelligence artificielle. Puisque derrière l'IA, il y a des gros enjeux des grands enjeux d'éthique, puisque c'est un peu ce qu'on a vu dans les médias ces derniers mois. Il y a eu quand même avec des grandes entreprises que je nommerai pas là parce que je suis filmé, mais il y a quand même eu toute une série de choses où les questions éthiques sont sévèrement atteintes. Donc, si les mêmes questions d'éthique qui se produisent dans d'autres domaines viennent se produire dans le domaine de l'éducation, on a un problème. D'accord ? Donc, il faut vraiment surveiller ce genre de choses-là. Donc, UNESCO et l'IA, c'est aussi un sujet. Donc, l'UNESCO travaille sur l'IA. Il y a toute une série de rapports qui sont en train d'être faits. Et c'est intéressant parce que dans un monde dans lequel, finalement, l'IA aujourd'hui, vu les enjeux commerciaux, c'est soit les États eux-mêmes qui prennent ça en tant que priorité nationale, soit les grandes entreprises, l'UNESCO joue un petit peu le rôle d'arbitre là-dedans. Et donc, c'est un peu l'endroit où les gens se rencontrent, discutent et établissent des règles du jeu. Donc, parmi les règles du jeu, je vais sauter ces deux-là. Parmi les règles du jeu, il y a des règles du jeu qui concernent justement l'IA et l'éthique. Et il y a quelques jours à peine, lors de l'Assemblée générale de l'UNESCO, on sait que l'UNESCO, c'est en France que ça se passe. Le siège de l'UNESCO, c'est à Paris. Et là, lors de l'Assemblée générale de l'UNESCO, c'est tous les 2 ans. Donc, cette fois-ci, leur décision, ça a été de voter une recommandation sur l'éthique de l'IA et en particulier de l'éthique de l'IA pour l'éducation. Donc, c'est encore indiqué que c'est des sujets sur lesquels on a du mal à communiquer, mais c'est des sujets sur lesquels les gens travaillent beaucoup. Et peut-être juste dire qu'il y a pour dire du bien de copains, c'est des gens qui travaillent en Slovénie, et dont je fais partie aussi, d'un laboratoire IRCAI, qui est un
le premier laboratoire de recherche agréé par l'UNESCO. D'accord ? Donc on peut faire de la recherche sur ces sujets tout en ayant un espèce de label UNESCO. Bon, alors on a travaillé sur l'éducation et l'IA, je voulais travailler sur l'IA pour l'éducation. Donc l'IA pour l'éducation, c'est la question de est-ce que je peux faire fonctionner l'intelligence artificielle dans l'éducation. Et là, peut-être comprendre ce que c'est, enfin déjà utiliser des choses sur l'IA, mais je vais utiliser un autre transparent pour essayer d'expliquer que dans le développement de l'IA, il y a 4 grandes étapes qu'on va demander à de l'intelligence artificielle. Donc la première, c'est, vous vous rappelez, j'ai dit, le but, c'est on a des datas. Et le but, c'est de prendre ces datas et de les transformer en autre chose. Donc la première étape, c'est juste d'être capable d'utiliser les datas pour, à travers des tableaux de bord, dire voilà ce qui s'est passé. Donc si j'étais en train de faire de l'éducation, j'aurais des datas sur mes élèves et j'aimerais avoir juste facilement des outils qui me permettent de dire qui a réussi l'exercice, qui a des problèmes avec les pluriels, avec les genres, avec telle ou telle chose. Donc est-ce que je peux récupérer facilement ce genre de choses-là? Donc ça c'est vraiment le niveau 1, c'est le niveau de description. Le niveau 2, c'est analyser. Pourquoi ça s'est passé? Donc je vois qu'il y a quelques élèves qui ont vraiment une difficulté sur un exercice. Enfin, je vois. Le logiciel voit qu'il y a des difficultés sur un exercice et me propose une explication. Me dit attention, ces élèves étaient tous absents la semaine dernière. D'accord? Ou les élèves qui ont une difficulté à tel endroit avaient aussi une difficulté il y a 2 semaines. Donc cette capacité d'analyse du passé, donc de diagnostic en quelque sorte, d'accord, c'est finalement le deuxième étage de la fusée intelligence artificielle. C'est est-ce que quelque part je suis capable, l'IA est capable d'aider l'enseignant pour pouvoir trouver un petit peu ce qui s'est passé. Le troisième niveau, c'est la prédiction. C'est ce qu'on avait parlé pour la météo. J'ai pas juste envie de savoir qu'il a fait mauvais hier, ça je le savais déjà à la limite. D'accord, ce que j'ai envie, c'est de savoir s'il va faire beau ce week-end. Et donc ce travail de prédiction, c'est mon troisième étage. Dans le cas de l'éducation, la prédiction, c'est de me dire est-ce que les difficultés de cet élève sont provisoires et puis tout va aller bien, ou est-ce que cet élève va être en grande difficulté lorsqu'il sera en CM2? Okay. Alors, ça peut sembler impossible, ça peut sembler de deviner. En fait, si vous avez assez de data, vous pouvez faire ce genre de choses-là. Si vous avez vu plein de data d'élèves pendant plein d'années et que vous avez leur dossier, vous pouvez savoir quel est le pourcentage d'élèves qui ont été en difficulté en CP sur ça, ça et ça, et qui ensuite ont la difficulté en CM2. Donc vous pouvez faire une prévision statistique. Vous n'êtes pas en train de dire « je suis sûr que ». Rappelez-vous, on a dit qu'il y aurait des stats là-dedans, qu'il y aurait des probas, et qu'on serait avec des incertitudes. Mais quelque part, ces incertitudes, ce sont les mêmes que celles d'un enseignant aujourd'hui. Un enseignant voit que le gamin, il a une difficulté en CP, mais on est capable, il se dit « ouh, ça risque d'être difficile en CM2 ». Simplement, la différence, c'est que l'IA va avoir accès à des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de dossiers pour faire son analyse, là où l'enseignant, au mieux, c'est 20 ans de carrière ou c'est 30 ans de carrière. Donc c'est ça qui change la donne. Donc si on peut prédire, c'est déjà bien. Et puis bien entendu, ce qu'on aimerait, c'est le 4e. Enfin, ce qu'on aimerait ou pas. Parce que si on peut faire le 4e, là, on répond aussi à la question de départ. C'est est-ce que l'IA peut prescrire? Bon, prescrire, ça voudrait dire, dans le cadre de l'éducation, en fait, finalement, de dire, attention, il y aura des problèmes en CM2, mais pour éviter les problèmes de CM2, voilà ce qu'on a intérêt à faire. Et pourquoi? Parce que, dans des gens avec des profils similaires, on a pu trouver des choses qui marchent bien. Alors, les profils similaires, c'est pas la seule manière de faire les choses, mais c'est pour donner une image de ce qu'on peut faire. Ce qui serait, encore une fois, le genre de raisonnement qu'un enseignant pourrait faire. C'est-à-dire de se dire, vu les difficultés qui sont là, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? On peut faire ça. Alors, bien entendu, le contexte de l'éducation, vous remplacez ça par le contexte de la médecine, et vous êtes en plein dans le cœur du sujet de l'IA pour la médecine. C'est la même chose, vous avez le niveau de la description, de l'analyse, de la prédiction et de la prescription. Donc c'est intéressant de voir ça et de dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'éducation, on est quand même plutôt au 2e étage. On est à peu près juste au niveau de l'analyse. D'ailleurs, on n'est pas vraiment, sauf exception, au niveau 3 ou au niveau 4. Alors je cherchais des chiffres, mais je les avais donnés tout à l'heure. C'était juste les chiffres sur le marché global de l'éducation. Et donc je les avais trouvés où effectivement l'IA, c'est déjà
3 milliards d'euros au niveau mondial, 3,6 milliards en 2000. Non, ça sera en 2023 3,6 milliards d'euros et une croissance de 47%. Donc le marché est juste gigantesque. Il y a qui s'intéresse à ça? Mais de toute façon, il y a vous allez dans des salons. La semaine dernière, non, il y a 2 semaines, il y avait à Paris un truc qui s'appelle Educatis, qui est le grand salon national de l'éducation. Et donc, c'est assez amusant parce que vous avez plein de stands où vous avez des enseignants qui montrent les bricolages qu'ils ont fait. Puis ensuite, vous avez les stands des géants de l'informatique, d'accord, et où on vous donne des gimmicks. Je peux vous montrer mon petit masque, mon machin, les cadeaux habituels de ces stands-là, et où on sent qu'il y a beaucoup d'argent dans le domaine de l'éducation. Et surtout de l'argent lié à ce genre de questions-là. Bon, alors en France, je vais refaire de la pub pour eux. En France, on a la chance que depuis un moment, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a un groupe qui s'appelle la Direction du numérique pour l'éducation. Et ils essayent de travailler à la fois en interne et puis en collaboration avec les universitaires. Et donc il y a en particulier 2 groupes de travail. Donc 2 GTNUM, l'un qui est fait avec Nice et l'autre qui est fait avec Nantes. Donc celui de Nantes, c'est le nôtre. Et dont le but, c'est de travailler effectivement pour eux, avec le ministère, sur ces questions. On essaye d'avancer, de prendre un temps d'avance, de pas se retrouver face demain à justement des logiciels qui arriveraient des États-Unis et qu'on ne saurait pas quoi faire. Et donc pour essayer à la fois de voir comment susciter des solutions logicielles françaises, comment réfléchir à la formation des enseignants, comment répondre finalement à la sollicitation des politiques, parce qu'à l'arrivée ça va quand même être des décisions politiques, mais il faut être là, il faut être prêt avec des solutions quand on en aura besoin. Et le dernier projet là, dont il est question, le projet Erasmus+ AI for Teachers, pour les enseignants. Donc ça, c'est un projet européen entre la France, l'Italie, l'Irlande, le Luxembourg et puis bien sûr il m'en manque un, et la Slovénie. Et donc le but est de faire un cours pour les enseignants de lycée pour commencer à effectivement les former à ces questions-là. Et je vous avoue que les transparents que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est pas loin d'être la première ébauche du cours. Donc on est en train de travailler dessus. Je me suis dit, on va tester les idées, on va voir ce qui se passe. Alors quelques idées justement. Essayons de voir ce qu'on peut expliquer comme idée sur l'IA. Alors parmi les idées, les grandes idées de l'IA, la première c'est celle du clustering. Alors le mot clustering, on le connaît en ce moment avec Covid, on voit cluster de tous les côtés. Donc cluster, c'est des groupes. Donc les clusters de Covid sont pas sympas. Les clusters de l'éducation, c'est l'idée qu'on a une population d'élèves et puis on a envie de faire en sorte que les élèves se mettent par groupe. Alors si on a envie de les mettre par groupe, c'est parce que pédagogiquement, il y a eu une décision. Les sciences cognitives nous disent que 2 personnes qui ont le même niveau vont mieux avancer ensemble, ou au contraire que dans un groupe, il vaut mieux qu'il y en ait un qui soit un peu moteur. Enfin, vous avez les théories que vous voulez, mais de toute façon, vous avez envie de mettre ensemble les gens. Et pour l'apprentissage et pour le co-apprentissage, ce sont des choses qui marchent bien. Donc la question de mettre ensemble des gens, elle va se poser dans toutes ces activités qu'on va proposer à une enseignante ou à un enseignant. Donc l'idée, c'est que cette définition, elle est bien sûr floue. Alors la méthode empirique, ça peut être effectivement de se baser sur les scientifiques qui ont des idées, de dire tu mets cela avec cela. Puis l'autre, c'est de se dire je peux faire ça automatiquement. Donc faire parler les datas. Donc si j'ai des datas sur les élèves, parce que j'ai fait faire des activités, que ces activités ont été traquées, que je sais qui a marché sur quelle activité, je peux récupérer le résultat de ces activités pour justement prendre des décisions comme cet élève est proche de cet autre élève, ou cet élève est éloigné de cet autre élève, est similaire à, donc parler de distance. Donc les protocoles pour arriver à prendre des décisions sont ce qu'ils sont, mais le but derrière, c'est d'arriver à établir une métrique, une distance entre les élèves. Donc je vais essayer de faire une distance entre Anne, Alice est devenue Anne, je suis désolé, entre Alice et Bob. Alors essayons de comprendre, parce que tant qu'à faire, alors faisons un peu de maths. C'est le transparent mathématique, je vous rassure, de tout l'exposé. Donc Anne, ici, elle a 4 ans, c'est une fille, et puis on va supposer qu'elle a fait plein d'activités, et parmi ces activités, elle a eu 8 bonnes notes. Donc je vais représenter Anne par ce qu'on appelle en maths un vecteur. Alors c'est une colonne, et je lui ai mis les valeurs 4 pour 4 ans, 1 parce que 1 c'est fille et 0 c'est garçon. Alors ça c'est moi qui suis positif, habituellement c'est sexiste et c'est exactement l'inverse. Donc quelque part, et puis 8 pour les 8 bonnes notes.
Et puis donc Bob, lui, il a 6 ans, c'est un garçon, et puis il a 6 bonnes notes, donc son vecteur, c'est 6,06. Et donc maintenant, une fois que j'ai établi ces vecteurs, alors, là ils sont très simplistes, mais c'est bien l'idée de ce qu'on va essayer de faire, eh ben, on va calculer une distance et on va utiliser un truc qui n'est plus étudié au lycée. J'ai appris ça ce matin, je suis assez effaré. La distance euclidienne. Pas si vous vous en rappelez, ça vous dira quelque chose. Mais enfin, je vous rassure, les lycéens, ça leur dit rien. Donc, la distance euclidienne qui est prise en faisant, en fait, c'est tout simplement l'application du théorème de Pythagore, d'accord, qu'on réapplique d'une autre façon pour pouvoir dire, eh ben, la distance entre Aiden et Bob, c'est je prends la première coordonnée, le 4 et le 6, ça fait une différence de 2, je mets ça au carré. La deuxième coordonnée, c'est 1 et 0, donc je mets au carré. La troisième, c'est 8 et 6, je mets au carré, donc ça me fait un total de racine de 9. Et donc je vais dire que la distance entre Anne et Bob, c'est 3. Alors, ce calcul simpliste, l'avantage, c'est que si j'ai toute la classe qui est représentée par des vecteurs, je peux appuyer sur un bouton et je vais avoir la distance entre tout le monde. D'accord ? Je vais connaître les distances 2 à 2 de tout le monde. Et ça, une fois que j'ai fait ça, je peux créer des clusters avec des algorithmes comme celui-ci qui s'appelle l'algorithme des k-means et dont le but, c'est facile, vous avez des points qui sont un peu partout et donc on cherche à faire des clusters, c'est-à-dire je cherche à mettre ensemble les trucs qui sont proches et puis de rendre séparés les trucs qui sont séparés. Donc graphiquement, si je suis en 2D, ça se voit très bien. Si je suis en 3, 4, 5 dimensions, j'ai plus de mal quand même à faire ça graphiquement. Mais l'idée, elle est quand même la même, c'est je crée des clusters de cette façon-là. Donc je minimise ce qui s'appelle les distances intra-clusters et je maximise les distances inter-clusters. Donc ça donne des choses de ce type-là. Au départ, tous les points auraient été de la même couleur et puis avec un algorithme, on va créer des clusters. Alors, je peux mettre des conditions supplémentaires, je peux chercher à privilégier des clusters de taille équivalente parce que si j'ai besoin de faire des activités, etc. Donc voilà, donc ça c'est juste le genre, peut-être l'algo le plus utilisé dans les applications qu'on a regardées pour l'instant en IA pour l'éducation, où on vise juste à aider l'enseignant à créer des groupes homogènes pour que dans l'activité suivante, les enfants soient le plus à même d'avancer, en se basant sur des sciences cognitives qui viennent nous dire que c'est une bonne idée de faire comme ça. Alors, il y a plein de doutes à avoir là-dessus. Il y a des critères qui pourraient être bizarres. Là, bon, je l'ai pas utilisé, mais j'aurais pu mettre un critère ethnique dans une des lignes. Alors, j'ai mis le genre. C'est raisonnable de mettre le genre, là? Pourquoi j'ai mis le genre? Au nom de quoi j'ai mis le genre? Qui a décidé que je devais mettre le genre? Éventuellement, si j'avais plein de data, je mets tout en vrac. Il y a peut-être le revenu des parents qui traîne là. Et puis, je serais très surpris de me dire, en fait, on va mettre tous les enfants dont les revenus des parents sont similaires, je les mets tous dans le même groupe. Alors, intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait, d'ailleurs, peut-être que d'autres clauses n'ont même plus besoin d'être là, parce que de toute façon, je vais l'attraper par ce biais-là. Et puis, j'ai des choses plus bêtes, c'est que si je mets la hauteur, la taille, peut-être que 10 cm, c'est la même chose que 10 ans de différence, ce qui n'est pas raisonnable non plus. Alors, bien entendu, mes exemples ici sont à la fois simplistes et il y a quand même des solutions et les gens ont travaillé sur des solutions, mais c'est des vraies questions, c'est toutes ces questions dont on parle quand on parle de biais des données. D'ailleurs, le biais des données, elles sont là, c'est je fais de l'IA sur des données et quand ces données contiennent éventuellement des biais, par exemple des corrélations fortes entre la réussite scolaire et puis le revenu des parents, et je dis que ouais. Et je dis que j'enlève la réussite scolaire, mais par contre je retrouve le revenu des parents. Je vais en fait finalement reproduire des inégalités qui étaient déjà là. Voilà. Donc là on va pas, surtout que je suis un peu en train de m'approcher de ce qui devrait être la fin. Donc je vais pas redétailler tout ça. Mais bon, il y a des solutions, comme je dis, on peut tripatouiller les équations, on peut faire d'autres choses. Je ne le fais pas là. Donc juste dire que c'est pour ça que l'UNESCO s'intéresse à ces questions éthiques. C'est-à-dire éthique pour l'IA, c'est parce que juste à travers cet exemple-là, j'espère, on voit un petit peu les dangers de ce que peut être l'utilisation de l'intelligence artificielle à mauvais escient. On croit que c'est à bon escient, mais derrière, si on n'a pas bien questionné toutes ces questions-là, on pourrait être en train de se mettre à faire de sérieuses bêtises. Donc, l'IA, à travers ces mécanismes, commence à arriver dans l'éducation. Ce que j'aurais voulu passer dans les transparences suivants et que je ne vais pas passer par manque de temps et bon, tant pis, et puis aussi peut-être parce que c'était plus difficile, c'était de montrer des vrais logiciels aujourd'hui qui sont en train d'être développés en un système vertueux de collaboration entre le public et le privé en France.
Donc il y a des logiciels. Alors pour donner quelques exemples, ce sont des logiciels pour apprendre à lire, ce sont des logiciels pour apprendre à écrire, pour apprendre à faire des mathématiques. Ce sont des logiciels qui sont en particulier pour le public de ce qu'on appelle le cycle 2. Donc le cycle 2, c'est CP, CE1, CE2. Et c'est aujourd'hui expérimenté. Donc j'ai envie de dire on y va, mais on y va très prudemment. D'accord ? Parce que bon, il y a quand même des vraies questions qui se posent. Mais on y va intelligemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque part plutôt des intelligences collectives qui sont en train de se mettre dans la bonne direction pour ça. Donc ça, c'est ce dont je vais pas vous parler. Je vais pas non plus faire, et ça j'en suis totalement désolé, la conclusion numéro 1, qui était d'essayer d'expliquer le vrai lien entre éducation ouverte et intelligence artificielle. Alors je vais quand même en dire un mot. Donc l'idée, c'est que l'IA est en train d'arriver dans l'éducation. Et il existe une possibilité non négligeable que demain, comme dans d'autres secteurs, il y ait un géant qui prenne le marché de l'éducation. Alors, on n'est pas si protégé que ça. Il y a aujourd'hui des outils de traduction automatique qui sont totalement capables de nous faire apprendre en utilisant les manuels nord-américains. C'est pas si impossible que ça. On est tenu par le fait qu'on a un ministère qui contrôle, qui verrouille toute une série de choses. Mais enfin, a priori, ça va pas être facile de résister. Vous pouvez imaginer, pour faire simple, que demain, il y aura un Netflix de l'éducation. Ça peut être, c'est génial, hein, c'est-à-dire un endroit sur lequel vous allez trouver peut-être les vidéos de l'université permanente avec d'autres vidéos d'autres universités permanentes d'autres pays ou bien des vidéos faites par toute une série d'autres personnes, plus du matériel, du PDF, des exercices, des quiz. Et donc tout ce matériel sur des grandes plateformes et ça, d'une certaine manière, peut-être même gratuitement. Alors ça peut être pas gratuitement, on verra, ça c'est un autre problème, mais quelque part... Ce qui est embêtant, c'est que celui qui contrôlera la plateforme aura aussi les datas de l'apprentissage. Et donc les datas de l'apprentissage, c'est comment est-ce qu'on apprend ? À quelle vitesse ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche pas ? Et là, il y a une source de pouvoir qui est absolument colossale. Donc il y a un vrai enjeu qui est celle de se dire, il faudrait que demain, peut-être que ce Netflix de l'éducation soit... peut-être géré de façon un peu plus communautaire. On peut penser à des modèles comme Wikipédia aujourd'hui, qui sont des modèles dans lesquels la communauté a été parfaitement capable de s'organiser pour créer un objet qui est aujourd'hui reconnu comme d'une qualité tout à fait excellente et qui réellement correspond, dans lequel tout le monde peut participer, à la fois dans l'écriture et dans la prise de décision. Donc ça, c'est des vrais enjeux. Et nous, notre pensée là-dessus, c'est de se dire, en fait, l'histoire montre que c'est celui qui est propriétaire des datas, d'une certaine manière, qui devient propriétaire de tout le reste. Or, quelque part, une manière à qui on pense ne devienne pas propriétaire des datas, c'est de rendre ouvertes les datas. D'accord ? C'est-à-dire que si les datas finalement sont juste, il y a une autre stratégie. Il y a une stratégie que j'appelle la stratégie du maquis, c'est-à-dire chacun garde ses datas et finalement plus personne ne peut rien trouver parce que les datas sont un peu partout. Mais malgré tout, l'autre stratégie, c'est de rendre les datas ouvertes, ce qui permet effectivement à des acteurs universitaires, à des petites entreprises, des entreprises françaises aussi, de pouvoir proposer des solutions adaptées à ce genre de situation. Donc en fait, le discours que je tiens là, c'est un discours pour dire que l'IA est en train d'arriver dans l'éducation. Cette IA, elle pourrait partir dans la mauvaise direction. C'est des sujets qui font un petit peu peur aux gens. Ou bien cette IA, elle peut partir dans de meilleures directions, c'est-à-dire finalement être un peu au service du plus grand nombre, avec des organismes comme l'UNESCO, avec des systèmes de partage qu'on commence à connaître. Mais c'est maintenant que vont arriver un petit peu les heures du choix. Donc, je vais passer réellement au transparent de conclusion. Juste arriver là et on va conclure là-dessus. Donc, sur la discussion, c'était est-ce qu'à la fin, un enseignant peut être remplacé par un robot ? En fait, sur les deux rôles que j'avais donnés aux enseignants, l'IA peut jouer un rôle, mais il va être différent. Je pense que le rôle le plus important sera sur le rôle donné sur la connaissance. C'est-à-dire que de toute façon, c'était déjà en train de basculer. De plus en plus, on sent bien que l'enseignant n'est pas le dépositaire de la connaissance. C'est un transmetteur de connaissances, mais ce n'est pas le dépositaire. Il y a des sujets, quand aujourd'hui on va chercher un enseignant pour dire tiens, à partir de la semaine prochaine, tu enseignes le code informatique, on ne s'attend pas à ce que ce soit un dépositaire de la connaissance. En face de lui, il y a un gamin qui joue à l'ordinateur tous les soirs, qui en sait plus que l'enseignant.
Donc, on ne peut plus imaginer l'enseignant dépositaire de la connaissance. Par contre, transmetteur, organisateur de ces connaissances, oui. Donc, la première chose, c'est celle-là. Sur les ressources elles-mêmes, en fait, il va y avoir des alternatives à l'enseignant et des choses avec lesquelles l'enseignant va pouvoir finalement travailler. Sur la pédagogie, par contre, il commence à y avoir des petites choses, mais chaque fois qu'on voit ces choses, elles sont au moins imaginées en partie pour aider l'enseignant. En école primaire, c'est difficile de faire un travail personnalisé. Par contre, grâce à l'ordinateur, vous pouvez quand même mettre chaque élève derrière une machine qui avance un petit peu à sa vitesse. Et s'il y a un feedback vers l'enseignant, l'enseignant peut être gagnant là-dessus. Donc, rôle futur de l'IA, je pense qu'au niveau des contenus, il va vraiment se passer des choses dans les années qui viennent. Je crois vraiment à ce Netflix de l'éducation, il va se faire dans pas très longtemps. C'est-à-dire, une fois que tous ces contenus seront un peu interopérables, on va pouvoir interroger directement le web pour dire, tiens, j'ai envie d'apprendre des choses sur la physique quantique, et puis je vais avoir un moteur de recherche qui va me dire, tu commences par regarder cette vidéo, puis tu lis ce texte, puis tu passes là-dessus, et puis finalement un parcours de la connaissance qui va pouvoir se calculer automatiquement. On a les outils pour faire ce genre de choses-là. Voilà. Derrière, il y a d'autres idées. Il y a ce qu'on appelle les micro-compétences, les micro-séquences, les micro-certifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va à l'université pour finir avec un diplôme unique. On sent bien, surtout si on va s'éduquer tout au long de la vie, qu'on va aller plutôt vers des systèmes où on va acquérir des brins de connaissances. On va faire un petit truc, et puis là-dessus, on a envie d'avoir quelque chose qui nous le certifie. Donc ce genre de système est en train de se mettre en place. Vous avez peut-être entendu parler des badges. En France, on est très diplôme, mais il y a d'autres pays où, quelque part, les certifications très partielles de petites compétences qui viennent s'accumuler dans un e-portfolio sont en train de fonctionner. Voilà, enfin, si juste vous avez envie d'en savoir plus, le blog de la chaire, le ministère de l'Éducation nationale a un truc qui s'appelle le carnet hypothèse, dans lequel il y a régulièrement des articles sur ces questions. Et puis alors pour ceux qui parlent anglais et qui veulent en savoir vraiment plus, j'organise dans 2 jours dans un truc qui s'appelle un barcamp. Donc un barcamp, c'est un endroit où ça va discuter beaucoup sur le web forcément. C'est chez nos amis allemands. Et le titre, c'est est-ce que l'intelligence artificielle pour l'éducation ouverte, est-ce que c'est ami ou ennemi? Donc les gens vont être partagés en groupes. Il y a ceux qui vont être les ennemis, ceux qui vont être les ennemis, et on va tous discuter. Donc ça, c'est une occasion de practice your English if you want. Voilà, et puis ce sur quoi moi j'ai fini. Je suis très preneur de remarques, à part celle de « oui, c'est un peu dégueulasse, vous nous avez fait sauter la dernière demi-heure », mais je suis très preneur de remarques. Des remarques, c'est quand même un exposé, je vais les dire, en gestation, donc il manque encore des choses, mais j'espère vous avoir un petit peu convaincu. Merci.